Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Vérité de fait. Nous sommes contents de vous retrouver encore cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la prolongation de 3 mois du mandat de l'East African Community, sa force militaire, sur le sol congolais. Et puis, nous parlerons de la gratuité de la maternité qui a été lancée par le chef de l'État, je crois, le mardi dernier, cette semaine. Et pour en parler, nous avons Monsieur Jean-Marie Ngoma Chitaka. Il est le président interfédéral Kinshasa de ERCO, parti cher au prof Yokan Pelae, parti membre de l'Union Sacrée, candidat député. Monsieur Jean-Marie Ngoma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher monsieur le journaliste. Comment allez-vous? On est sous la grâce divine et on souhaite que tout le monde soit dans la même ferveur pour que le bien-être au finish soit toujours constaté. Comment se portent les partis déjà? Mi-figue, mi-raisin, nous dirons qu'il y a un succès partagé parce que il y a quelques éléments, certains de nôtres qui ont été retenus comme candidats. Okay. Il va falloir attendre la publication de la liste officielle définitive, par, la CENI, la liste définitive, je veux dire, pour pouvoir s'en réjouir. Mais tant mieux si on ne peut pas se retrouver dedans, on comprend que la lutte est âpre et on applaudira ceux qui seront retenus, nous les accompagnerons, bon gré, mal gré. C'est désormais à l'approche de scrutin, notamment pour la présidentielle. On voit les partis, il y a la vague de congrès qui désigne le chef de l'État naturellement comme candidat, comme faisant partie de l'Union Sacrée. Vous attendez quoi, vous, à la ERCO? Depuis la nuit de temps et depuis sa création, ERCO est un parti qui a affiché sa position. Évidemment, il faut passer par un congrès pour pouvoir, et c'est ça la politique de fonctionnement, de bon fonctionnement d'une institution politique, un parti politique. Il faut un congrès pour pouvoir désigner le candidat favorable. Okay. Et nous, à ERCO, nous pensons que le congrès est une formalité parce que c'est le candidat naturel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, pas besoin d'un congrès pour le désigner candidat. Le congrès est un mécanisme officiel ou un mécanisme d'automatisation et d'officialisation. Oui. Nous passerons par là forcément. Et je ne pense pas qu'il y ait un propos contraire au mot d'ordre initial, c'est-à-dire soutenir le président de la République, chef de l'État, dans tout ce qu'il fait jusqu'à la fin du mandat et lui créer de l'espace politique pour un second mandat. Nous ne nous en déroberons pas. Voilà. Alors dites-nous, il y a bientôt avec ce qu'il y a eu, on va revenir d'abord sur cette histoire de Goma. Il y a eu des morts, il y a eu certes la réaction du gouvernement qui a fait tomber quelques têtes au sein des services. Votre impression et votre analyse des faits par rapport à cette tragédie? D'abord, nous voudrions dédramatiser cette situation qui est déjà trop pénible. Et parce qu'il existe bel et bien des instances capables de pouvoir arbitrer, sinon trancher de la question. Vous avez déjà vu la réaction du gouvernement, c'est de dépêcher une méga mission pour que sur place la question soit plutôt élucidée. Et vous avez vu que, comme vous le dites, les têtes sont tombées. Mais moi, j'aimerais être de commun accord avec la justice militaire pour pouvoir laisser les enquêtes évoluer jusqu'à la fin. Et ce qui devra être fait a déjà été fait. Il y a eu suspension à gauche, à droite. Il y a des gens qui sont arrêtés. Ça prouve bel et bien que la justice est en train de fonctionner quelque part. Et loin de nous l'idée de banaliser, nous aimerions nous joindre à chaque famille éprouvée ici comme pour exprimer notre douleur parce que ce sont des vies humaines. Et partout où il y a une vie humaine perdue, je crois que ça ne fait plaisir à personne. C'est déjà une province meurtrie. On va voir dans quelle mesure châtier les coupables
et la sanction devra être exemplaire. Voilà. Justement, M. Jean-Marie, on va en venir justement à la cause même de ce qui a occasionné ces décès. Ces gens-là protestaient contre le maintien de la MONUSCO sur le sol congolais. Et il faut dire qu'il y a un ras-le-bol de toutes ces armées étrangères sur le sol congolais. Et après, dans la foulée, vous apprenez que le mandat de l'EAC a été prolongé de 3 mois. Pour quelle fin? Pourquoi serait... Je ne dis pas que vous êtes dans les secrets des dieux, mais d'après vous, qu'est-ce qui pourrait justifier ce maintien ou cette prolongation? Est-ce que c'est pour leur permettre de s'organiser logistiquement afin de quitter le sol congolais, ou on ira comme ça de prolongation en prolongation? Étape par étape. J'aimerais d'abord vous dire que le gouvernement lui-même, sauf imprévu, ne veut plus de la présence de la MONUSCO. C'est la première des choses. Donc je ne pense pas que ceux qui sont venus manifester pour le départ de la MONUSCO aient plus de notoriété, de pouvoir que le gouvernement, qui d'ailleurs a dépêché notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, avec un message on ne peut plus clair, comme pour sommer, c'est-à-dire un ultimatum à l'ONU de rappeler le plus vite possible la MONUSCO à la fin de cette année, premièrement. Deuxièmement, qu'il s'agisse de l'EAC, dans ce qui convient d'appeler ici une prolongation de 3 mois, je crois que nous devons constater qu'il s'agit d'un discours non plus linéaire, parce que c'est un rapport de force. Nous assistons à des paradigmes contradictoires tels qu'aujourd'hui, ce qui était une faiblesse pour la RDC ne l'est plus. Son armée se retrouvant requinquée, possédant du matériel nécessaire à la chasse et à la pourchasse de tous ces bandits qui se sont introduits sur notre territoire, on ne va pas aller vite en besogne, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de crainte que de mal de l'autre côté. Ce qui pouvait être la faiblesse de la RDC a été pensé, corrigé, au point de constituer aujourd'hui une force qui fait peur aux autres. Donc, l'EAC a son compte peu, je ne sais pas, je crois qu'il y a eu notre ministre de la Défense aussi qui était sur place à l'un des sommets, comme pour décider ensemble. Donc ce n'est pas une décision qui a été prise unilatéralement par l'EAC. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette décision de prolongation? Serait-elle pour leur laisser justement accorder de se préparer logistiquement avec toute l'artillerie possible? Ce que vous dites n'est pas non plus faux, parce que ce n'est pas en un jour, ce n'est pas en 24 heures qu'on peut plier bagages et repartir. Je constate que la mission pour laquelle ils étaient appelés ici en RDC n'a pas été totalement ni entièrement exécutée. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse sur ce qui devait être fait correctement. Par exemple, le cantonnement des rebelles, leur désarmement et puis leur insertion, ils ont failli, ils n'ont rien fait. Bon, le temps qu'ils demandent, c'est eux qui demandent, mais il arrivera un jour, ils n'auront plus à rien demander. Donc c'est un constat d'échec. Qu'ils demandent 2 jours, qu'ils demandent 3 jours, qu'ils demandent 3 mois, ils seront limités. Mais est-ce qu'on va aller comme ça des prolongations en prolongation? C'est un peu comme avec la MONUSCO. C'est pas aujourd'hui qu'on appelle au départ, mais il y a toujours des signes ça qui tarde ne à trompent venir. pas. Il y a toujours des signes qui ne trompent pas, je disais. Hier, on n'avait pas aussi la possibilité de pouvoir lancer un ultimatum à l'ONU. Si aujourd'hui cela peut être fait, c'est qu'il y a une force que nous détenons, une force capable de démystifier ceux qui pensaient que nous allions toujours être à la traîne de toutes ces sociétés qui ne sont plus pour la paix. La MONUSCO, par exemple, avec elle, nous avons, le gouvernement, je veux dire, a dépensé
dizaines de milliards pour pouvoir instaurer la paix partout en RDC. Mais le constat d'échec est celui-là. À un certain moment, il y a saturation, un point de ras-le-bol. On ne peut plus tolérer. Et avec la MONUSCO, nous nous disons qu'il est temps que cela s'exécute et le plus vite possible. Parce que, comme je le disais, d'entrer en la matière, nos forces armées sont aujourd'hui capables de faire face, mais il ne faudra pas que ça soit dans le désordre et le chaos, parce que la région est déjà en proie avec beaucoup de conflits. Il faudra que si nous pouvons intervenir, et que ce soit de façon civilisée, de façon humanisée, et qu'il y ait moins de pertes qu'à l'entrée de rebelles. Ça, le gouvernement aussi est en mesure de pouvoir le garantir aujourd'hui. On ne va pas imiter les faits et gestes de rebelles tels qu'ils ont fait, non. Nous allons apporter l'autre réponse appropriée pour asseoir une accalmie et faire perdurer une paix sans limite. Voilà. Et quand on parle de la sécurité, c'est vrai, avec les derniers événements qui ont eu lieu, on sent une forte concentration sur les Nord Kivu, Ituri, qui est aussi une zone d'opération militaire, est de moins en moins citée. On en parle peu. Il semble qu'elle n'est pas assez sous les lumières comme les Nord Kivu. À part les événements malheureux récents qui ont eu lieu, par quoi on peut justifier une telle attention sur le Nord Kivu au détriment de l'Ituri? Mais une question, monsieur le journaliste, c'est vous qui en posez, c'est vrai, mais c'est une réflexion que nous pouvons faire. Entre le Nord Kivu et l'Ituri, quelle est cette zone en proie avec une menace sérieuse? Partout, il y a des vies humaines. Hein. Oui, c'est vrai, il y a des vies humaines, mais la menace sérieuse, elle est où? Elle est partout. Elle est partout. Sérieusement, je dis que nous sommes infiltrés directement par le Kivu. Ok. Directement. Et chaque jour qui passe ou qui passait, nous avions l'impression que les imposteurs de M23 menaçaient avec leur maître à penser, menaçaient Goma. Et je crois que c'est une muraille qui ne doit pas tomber. Et si on concentre le plus de force au Nord Kivu, je crois que toute proportion gardée, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Par rapport à l'Ituri, je crois que toutes les frontières devront être sécurisées. Tout à fait. Mais Goma, dans l'immédiat, est protégé et nous avons bien de raisons de voir le gouvernement et apporter un jugement de valeur positif quand le gouvernement est en train de sécuriser. Et même le Sud Kivu, partout, il y a des renforts, il y a des militaires qui sont partout. Allez, merci. On va parler maintenant du deuxième sujet de cette émission. C'est toutes les actions sociales que le chef de l'État est en train de mener récemment là. On l'a vu cette semaine lancer la gratuité de la maternité, une mesure qui avait été annoncée avec pompe. On le voit maintenant, c'est d'effectivité, c'est matérialisé. Votre impression déjà, votre analyse avant qu'on en vienne aux questions? Comme vous le dites, mardi 6 septembre, le chef de l'État lançait déjà la campagne de la sécurité sanitaire sur l'ensemble de la République, en commençant par le camp Tchachi. Il s'agit d'une information. C'est une information. Et toute information devra être canalisée. Il faudra que tous ceux qui peuvent s'y employer, la presse, notamment les ministères concernés, c'est-à-dire la santé publique, le ministère du genre et famille, il faudra des efforts pour créer une synergie afin d'informer suffisamment la population et de la sensibiliser au sujet de cette gratuité
de la maternité déjà lancé sous forme de projet de couverture santé universelle par le chef de l'État. Je crois que, à mon humble avis, je pense qu'on devait aussi faire la part des choses. C'est-à-dire? De la grossesse à la naissance, en passant par la croissance, il y a tout un tas d'étapes de responsabilité. C'est vrai que, pour aller droit au but, déjà la gratuité de l'enseignement a permis à ce que nous puissions récupérer 5 à 6 millions d'enfants aujourd'hui Du sur le circuit scolaire, oui. Et c'est une fierté. Tout à fait. L'objectif, c'est de sortir toutes ces populations de l'ignorance et de l'analphabétisme. Mais la question qu'on peut se poser, c'est vrai que l'objectif du chef de l'État est clair pour ce sujet et pour ce projet, couverture santé universelle, que l'on ne perde pas de vie en donnant la vie. C'est-à-dire une femme en état de grossesse jusqu'à la délivrance, qu'elle soit suivie de façon responsable, dans la gratuité, c'est une bonne chose, et que la naissance intervienne aussi avec beaucoup de souplesse et jusqu'à la croissance de l'enfant. Mais je crois qu'à chaque étape, aucun parent ne peut être épargné, parce qu'après tout, c'est un problème de responsabilité. On ne va pas à gauche, à droite, assister à des engrossements pour que l'État prenne la charge. Vous pensez que je sais pas, vous pensez que cette gratuité va encourager les grossesses précoces, c'est ce que vous craignez? Tant soit peu, même si ce n'était pas à craindre, je crois qu'on assistera à beaucoup de cas de maternité gratuitement qu'avant. Mais déjà, c'était pas gratuit. Il y avait dans certains milieux où les naissances, les prises en charge, c'est récurrent. Par quelque autorité, vous verrez à la télévision. Quand bien même les parents payaient eux-mêmes, les naissances n'étaient pas moins que maintenant là. Bon, je ne présage pas ici. Évidemment, on va assister, n'est-ce pas, à l'éclosion des naissances. Vous pensez? Bien sûr. Mais c'est déjà le cas bien avant la gratuité. La tâche est déjà allégée. Ok. Alors ceux qui avaient peur, ils vont s'exposer pour pouvoir aller vers donc vous pensez qu'il y avait des gens qui voulaient mettre au monde mais avaient peur de payer la maternité? Mais il y a toujours des cas comme ça, cher journaliste. Pourtant, c'est bon. Dans certains cas, c'est. Il y a toujours des cas comme ça. Mais pour ne pas traîner sur cet aspect de la chose, moi, j'aimerais plutôt que nous parlions de naissance désirable. C'est-à-dire la sensibilisation dont il est question passe par la planification familiale. Ça ne sert à rien d'avoir 5, 10 enfants pour lesquels on ne sera pas à mesure de payer de la nourriture, même si la gratuité de l'enseignement sera gratuite. Quelle aubaine! À un certain moment, mais ça finira par s'arrêter. Quelle aubaine! Moi, je pense sincèrement. Il y a la maternité qui est gratuite, il y a l'enseignement qui est gratuit. C'est bien, monsieur le président. Bon, écoutez, c'est toujours pour alléger les difficultés dans de nombreuses familles qui sont en proie, n'est-ce pas, à cette atrocité. Encore que ici, au départ, je voudrais personnellement que toutes ces familles soient répertoriées pour pouvoir... C'est vrai qu'on va parler de la subvention qui ne tient pas compte de ceci ou de cela, mais je crois que ce n'est pas tout le monde qui est concerné par la gratuité de la maternité. Entre nous, comment ça? C'est tous les Congolais, c'est tous les Congolais qui sont concernés par cette gratuité. J'aimerais vous dire qu'il y a aussi une notion de fierté personnelle pour chaque parent. C'est un acte aussi d'amour. Je ne veux pas dire ici qu'on aime moins ceux qui vont naître gratuitement dans une quelconque maternité, mais c'est un problème de responsabilité de chaque parent. Comment est-ce qu'on prépare la venue au monde d'un enfant? Problème de fierté. Je crois que chaque parent est tenu et astreint au devoir de
de personnalité et de fierté familiale. Ok. Voilà. Alors, on dit du chef de l'État que ce sont des mesures qu'il est en train de lancer comme ça, parce qu'il sait que les élections pointent à l'horizon, alors d'où il faut procéder à une opération de charme à l'endroit des Congolais. Chacun a toujours raison d'avancer un argument. Je n'aimerais pas ici être à la place de ceux qui sont des excellents nageurs dans des eaux boueuses de faits divers. Le président de la République, en lançant la gratuité de l'enseignement, mais c'était consigné dans la Constitution depuis bien longtemps. Ça, c'est Le au départ, fait, mais après, le fait, c'est à quelques mois de la campagne hein, que cette histoire a été lancée. Vraiment. Oui. Et quelques mois avant les élections dans la Constitution. Ben non, justement, dans les faits, on a Mais attendu, c'était dans la Constitution, qu'est-ce qui a freiné depuis? Chaque chose a son temps. Je ne cesserai pas de dire que les 2 premières années du chef de l'État ont été des années où il a exercé son mandat à rude preuve, c'est-à-dire des accusations, des déconsidérations. Et puis il y a eu la 3e et la 4e année, il avait le coup de franche pour opérer. Mais bien sûr, puisqu'il en a des coups de franche, comme vous le dites, mais permettez-lui d'abord d'évoluer et à la fin, vous allez constater, c'est le temps qui lui reste, vous voulez qu'il le vole où? Et puis, ce n'est pas du tout mauvais de sortir de son carquois toutes les flèches amenées à la chasse. Cette campagne étant lancée, comment voyez-vous les choses déjà? Parce que vous semblez craindre tout à l'heure dans vos dires qu'il y ait comme une sorte d'encouragement auprès de certains parents qui allaient déferler sur terre des enfants. Mais après, quelqu'un m'a dit que ces genres de mesures sont prises dans un État pour encourager la croissance démographique. Est-ce que ça ne serait pas une mesure prise dans un mauvais contexte? Mais non, mais non. Je crois que la couverture santé universelle n'est pas un contexte qu'on puisse rejeter. Parce que par exemple en Chine ou soit au Japon, la maternité est régulée. C'est-à-dire il y a un seuil que les parents ne peuvent pas dépasser parce qu'il y a surpopulation. Vous parlez de la planification. Et tout au début, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait une certaine planification, mais aussi cette envie de pouvoir faire venir au monde des naissances, des enfants désirés. Oui, des cas d'accident peuvent augurer, mais je pense qu'il faut les limiter le plus possible. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut limiter le nombre de naissances, mais je crois que dans chaque famille, le nombre de naissances devra être proportionnel au PIB, au pouvoir d'achat. À quoi ça peut servir à un parent, je le disais tout à l'heure, d'avoir 10, 15 enfants lorsqu'on ne sera pas en mesure de les nourrir, ne fût-ce que les nourrir? On en fera des chèques tout simplement. C'est irresponsable. Voilà pourquoi le ministère du Genre et Famille, ensemble avec celui de la Santé, peuvent concourir avec toutes ces associations de bienfaisance, de bien-être, de naissance désirable, qui luttent âprement jour et nuit pour pouvoir à soi procurer aussi un bien-être familial et qu'ensemble les efforts soient conjugués pour obtenir le meilleur. Mais maintenant, là, ces enfants-là sont dans un circuit de l'État, c'est-à-dire la maternité est gratuite et puis arrivés à un âge de scolarité, ils vont à l'école gratuitement. C'est déjà un minimum de garanties, n'êtes-vous pas d'avis? Mais c'est déjà un acte positif à mettre au compte et à l'actif du chef de l'État. Ben justement, donc d'où les parents, comme vous le disiez tantôt, qui éprouvent certaines difficultés à entretenir leurs enfants sont tout de même exemptés. Quelque part, oui, c'est comme avec les frais de scolarité. Au lieu d'affecter totalement tous les frais à la scolarisation, le reste pouvait être et peut être à ce jour économisé pour penser aux autres besoins
fondamentaux en famille. Monsieur Jean-Marie, ce qui est vrai, c'est que à un certain moment, l'État est en train de se dédouaner par rapport à chaque activité, dans chaque domaine de la vie. Il arrivera demain ou après-demain qu'on puisse créer des emplois. Ça, c'est aussi un devoir consigné dans la Constitution, tel que chaque Congolais puisse bénéficier d'un travail. C'est le pouvoir organisateur. C'est le pouvoir qui fait en sorte que les choses existent. Tout le monde ne peut qu'avoir les yeux tournés vers le gouvernement. Mais c'est une question qui se pose, c'est jusqu'où ira-t-il avec ces gratuités, Louis Tshisekedi? Mais tant que faire se pourra, pourquoi le lui en empêcher? Si la Constitution les lui autorise et qu'il n'est qu'un simple acteur pour pouvoir mettre en musique ce qui est demandé par la loi fondamentale de notre pays. Où est le mal? Je ne trouve pas. À aucun endroit, on pourra signaler la négativité de cette mesure. Au contraire, ce sont des familles qui s'en réjouissent. Si pour la maternité, on pourra constater que c'est aussi une bonne chose que de penser à l'applaudir, mais tant mieux, ça sera déjà une bonne chose aussi. Et dans chaque domaine de la vie nationale, je crois que il arrivera un moment où il sera applaudi sans forcer la note. Constatez déjà que dans beaucoup de domaines, là où il était mis en doute, là où il était conspué par certains, aujourd'hui, il fait la fierté nationale. Dans tous les domaines, presque petit à petit, on commence à comprendre quelle est la politique de l'homme et comment est-ce qu'il agit. Calmement, doucement, sûrement en apportant des éléments de réponse et qu'il faut tomber tous les murs de critiqueurs qui s'étaient érigés en écran de suspicion. Mais après, oui, ce n'est que sur un aspect de choses. C'est pas tout à fait rose ailleurs. Il y a la flambée des prix sur le marché des denrées alimentaires. Il y a l'instabilité de prix de transport en commun. Il y a toutes ces choses-là. Donc, le tableau n'est pas si rose que ça. Je ne le dis pas non plus. Je pense que... justement, pour vous dire que ces détracteurs auront pas mal de ficelles sur lesquelles tirer. Par lesquelles tirer, au fait. Vous savez, aujourd'hui, le président, on l'appelle, n'est-ce pas, Fachi Béton. C'est parce que son béton à lui, il préfère le commencer par la base. N'est-ce pas? Et hier aussi, il y avait du béton quelque part. Mais on s'en servait comme toiture. Et aujourd'hui, la vérité, transcendant beaucoup de domaines, la vérité tranchant, commence à faire comprendre aux gens que ce qui est vrai, c'est qu'il faudra sortir des maisons en toiture sous forme de béton parce qu'on risque d'en recevoir sur la tête. On a risqué d'en recevoir, on en a même reçu sur la tête en faveur des maisons dont la base est bétonnée. Cette image, c'est simple, c'est une allégorie telle que je vous dise que la vérité, elle commence à la base. Ok. Merci à vous, Monsieur Jean-Marie Ngoma Chitaka, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous espérons vous recevoir encore très prochainement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été branchés. On se retrouve dimanche pour la rediffusion à 17h et la semaine prochaine pour un nouveau numéro.